Retour sur le plateau de Politique en partenariat avec Slate.fr et Jean-Marie Colombani. On poursuit notre débat sur les conséquences du Brexit avec Alain Massour. Il y a quelques instants, vous l'avez entendu, nous avons évoqué les points de détail sur les conditions de cette sortie de la Grande-Bretagne. Je vous propose à présent, dans le fond, d'analyser avec nos invités les vraies raisons du divorce. Qu'est-ce qui, fondamentalement, a poussé une majorité de Britanniques à nous dire bye-bye et pourquoi sont-ils tentés par le repli? Alors, avec nous, deux bons spécialistes. Gaël Brustier, membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès, chercheur en sciences politiques, donc bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, Sylvain Kahn, professeur de géopolitique de l'Europe à Sciences Po. Bonsoir. Bonsoir. Donc, les Anglais n'ont pas seulement répondu à la question européenne, c'est-à-dire à la crispation européenne ou à la question trop d'Europe, pas assez d'Europe, mais aussi à une question identitaire, à l'immigration, alors qu'ils sont les vainqueurs de la mondialisation. Comment, dans le fond, est-ce que dans le fond, ça allait, je pose la question clairement, est-ce que c'est un vote raciste ? Xénophobe, en tout cas. Xénophobe, ça, je crois que c'est indéniable. Pareil, non. Je crois que ça révèle une véritable coupure du Royaume-Uni en deux, enfin en deux en tout cas en ce qui concerne la société. Ça révèle une coupure territoriale, on en a beaucoup parlé. L'Écosse n'a pas voté comme l'Angleterre, l'Irlande du Nord n'a pas voté comme l'Angleterre et comme le Pays de Galles. Et puis, c'est ça le gros... C'est un gros risque. Quand on fait un référendum, tout d'un coup, ça fige les positions, ça cristallise les choses. Et après, les gens regardent leurs voisins en disant « Ah bon, alors je suis vraiment différent ». Et ça, je pense que c'est un vrai problème parce que y a des fractures territoriales qui sont très fortes maintenant, qui sont révélées. Mais aussi, ça dit quelque chose, notamment parce qu'il y a des très très bons reportages qui ont été faits et qui ont confirmé ou expliqué le vote. Il y a... tous les laissés-pour-compte du thatchérisme 30 ou 40 ans après, ou les enfants des laissés-pour-compte du thatchérisme, qu'on retrouve dans certains territoires et pas dans d'autres. Et donc, d'une certaine manière, pour dire les choses rapidement, ça montre que l'européanisation de la société européenne, elle se fait à deux vitesses, que certains sont touchés, mais pas tous. Et aujourd'hui, c'est ceux qui s'estiment... Ça joue aussi sur les inégalités. Énormément. Gaël, oui, pardon. Non, je voulais rebondir sur bien sûr. Ah, très bien, allez, parce que si on regarde les inégalités très précisément, le reproche fait à l'Europe par les partisans du Brexit, c'était une Europe réglementaire, notamment sur le plan social. Or, les inégalités en Grande-Bretagne, elles sont créées par la politique des gouvernements conservateurs, qui assidûment l'aggravent année après année. Il suffit d'aller voir le dernier film de Ken Loach pour le mesurer concrètement. Donc, ça n'est pas une politique européenne qui leur est imposée, c'est leur politique, décidée par eux-mêmes, qui produit l'aggravation de ces inégalités. Moyennant quoi, on impute à l'Europe le poids de ces inégalités. On est quand même dans la démagogie la plus pure, me semble-t-il. En même temps, il est vrai qu'il n'y a pas eu de politique publique communautaire, c'est-à-dire européenne au niveau de l'Union, pour lutter contre ces inégalités. Donc, même si l'UE n'est pas directement responsable des inégalités en question, on ne peut que constater qu'elle pourrait faire beaucoup plus pour au moins essayer de les réduire, ce qu'elle ne fait pas. Mais elle ne le fait pas parce que les gouvernements des États membres ne le souhaitent pas. Et puis c'est dans un champ où l'Angleterre avait opté out, c'est-à-dire avait dit je n'en suis pas. Il ne faut jamais oublier qu'elle a des opt-out sur un certain nombre de politiques européennes, donc qu'elle n'appliquerait pas de toute façon. Donc on est quand même dans un furieux paradoxe et on avale que ce serait la faute de l'Europe quand la politique en question, c'est une politique strictement londonienne. Mais sur le paradoxe, à mon avis, on peut même aller encore plus loin, parce que les Britanniques sont quand même vraiment à l'origine, depuis 40 ans qu'ils sont là, de cette, appelons-la, dérive, soit marchande, soit libérale de l'Union européenne, que ça soit vrai ou faux, c'est comme ça qu'on le voit. Ils en sont vraiment les principaux instigateurs. Et aujourd'hui, les gens qui votent pour le Brexit, finalement, votent pour les conséquences d'une politique qui a été voulue par leur gouvernement dans l'Europe. Gaël, peut-on parler de populisme en parlant du vote du Brexit ? C'est un mot valise qui dit beaucoup de l'Europe de l'Ouest depuis une trentaine d'années. Bon, le cas britannique est quand même d'abord un cas insulaire, et on sait depuis très longtemps que, comme disait Churchill, l'Europe, we are for it but not in it, nous sommes pour mais pas dedans. Et à l'Europe, nous préférons toujours le grand large, et les méchantes langues diront que le Royaume-Uni, de toute façon, avait un statut de membre inactif depuis son entrée dans la CEE, puis l'Union européenne. Néanmoins, c'est la construction européenne telle qu'elle a été conçue à la conférence de
Messine en 1955 qui est interrogée de manière croissante, c'est-à-dire qu'à mesure qu'elle a prétendu se démocratiser, à partir de 1979 et de manière accrue à partir du traité de l'acte unique, puis surtout du traité de Maastricht, la question du déficit démocratique est venue à la rencontre d'autres évolutions en Europe qui voyaient justement la montée de mouvements authentiquement populistes qui répondaient à une complexification de nos sociétés, une complexification du monde. Si on fait un lien entre tous ces votes dits populistes, il y a un trait commun, c'est que dans la mondialisation, dans la complexification du monde telle qu'on la voit, grosse de danger aux yeux des citoyens, il y a un besoin de créer des communautés humaines compréhensibles, qu'on reconnaît, dans lesquelles on peut investir affectivement et où les affects s'épanouissent. Alors, ça prend différentes formes, c'est-à-dire que vous avez des cas en Europe qui ont été paroxystiques et, j'allais dire, presque des idéotypes ou des leçons de choses. Par exemple, l'Autriche, dont on a parlé récemment, est une leçon de choses du national-populisme ou du populisme identitaire tel qu'il s'est développé au cours des 30 dernières années, à la conjonction de plusieurs phénomènes, la complexification de la société, la crise de la social-démocratie, la crise d'un système démocratique national qui était le système autrichien, et puis l'entrée de ce qu'on appelait dans les années 80 la 13e des 12, c'est-à-dire l'Autriche étant happée dans l'Union européenne, perdait son caractère politique. C'est un des exemples, mais il y en a d'autres. L'UDC suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne pour le coup, qui voit se développer, qui se développe et qui mythifie une démocratie helvétique idéalisée et uchronique. Sauf qu'à l'échelle de leur canton, ils peuvent voter. Voilà, exactement. Sauf que le phénomène que vous décrivez n'est pas propre à l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest qui n'existe plus, Europe Est et Ouest, il est aussi installé maintenant aux États-Unis. Il y a quand même une similitude très frappante entre la caricature de débat qu'on a eue en Grande-Bretagne et la caricature de campagne que nous offre Donald Trump. Quand même. Ce sont les mêmes thèmes. Alors lui, il dénonce les Mexicains, ici on dénonçait les ouvriers polonais, ainsi de suite. Et c'est le même substrat. Donc est-ce que c'est pas de façon plus générale, une mise en cause de nos systèmes démocratiques? Quand je dis nos, c'est-à-dire la démocratie représentative telle que nous la connaissons depuis, et non pas l'institution européenne elle-même ou les institutions américaines elles-mêmes. Ce qui est très intéressant dans la dernière période en Europe, c'est la tentative et la tentation justement de ces mouvements de la nouvelle droite radicale, ces nouvelles extrêmes droites qu'on voit comme Wilders, Le Pen, l'AfD maintenant de manière évidente, le FPE. Ils avaient essayé d'organiser autour d'un député européen qui s'appelait Mölzer et qui était un idéologue d'extrême droite, pan-germaniste des plus durs. Simplement, le type était intelligent et astucieux et il s'était dit, il y a un certain nombre de thématiques démocratiques qu'on peut préempter parce que les autres mouvements n'en parlent pas assez. Et notamment les libertés numériques, par exemple, qui est un sujet de plus en plus présent dans un certain nombre de catégories de la population et qu'ils ont essayé de préempter. Alors ça n'a pas exactement marché, mais on sent qu'ils essayent de se saisir de ces questions démocratiques. C'était le cas de Haider, qui a été un des inventeurs du national-populisme, qui s'était saisi dès les années 80, à la fois de la défense des anciens combattants autrichiens, de la dénonciation de l'immigration, et puis de la dénonciation de Proport, c'est-à-dire de la répartition des sièges entre les deux grands partis au pouvoir en Autriche. Ça a été le cas également de la Ligue du Nord italienne, à un moment donné. Donc les questions, toutes ces questions, c'est des questions d'articulation, de recomposition d'éléments déjà existants, mais qui bénéficient surtout de la grande crise des familles politiques aussi, qui ont donné naissance à la CEE, puis à l'Union européenne. Les familles, en gros, démocrates, chrétiennes et social-démocrates, confrontées à la crise, sont en relative décomposition. Elles peinent. Les autres donnent une explication du monde en articulant des éléments qui sont, j'allais dire, laissés en jachère, quoi. Et pour reparler sur le populisme, est-ce que le plus grand danger du populisme, c'est de croire, dans le fond, aux solutions magiques à tous les maux, à effectivement les inégalités à l'étranger, à la peur du déclin social, culturel. Est-ce que les populistes, dans le fond, sont un danger pour les démocraties parce que leurs promesses, on les croit. C'est une très grande critique des élites. Donc à partir de là, effectivement, il y a l'idée que les solutions proposées par les élites ou par les corps intermédiaires ne sont pas dignes de foi ou de créance. Et c'est vrai que bien souvent, mais pas toujours, bien souvent, à partir de là, les solutions qui sont proposées par les partis qu'on appelle populistes sont des solutions qu'on peut qualifier de simplistes. On en a eu un très très bel exemple avec Nigel Farage, le leader du UKIP, qui était donc historiquement, depuis 15 ans, le grand
héros dans les deux sens, dans les deux orthographes du mot du Brexit. Il faut quand même voir, là, il a été au Parlement européen où il ne mettait plus jamais les pieds. Il est député européen depuis une quinzaine d'années pour dire, voilà, il y a 15 ans, je suis venu ici pour vous dire que j'allais mener l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, vers le Brexit, et j'y suis arrivé. Bon. Donc lui, par exemple, il a expliqué pendant les 4 mois de campagne que grâce à l'argent que le Royaume-Uni ne verserait plus au budget de la communauté européenne, de l'Union européenne, eh bien, on allait pouvoir augmenter de façon très substantielle le service public de santé britannique. Et puis, le lendemain ou le jour même... le lendemain du vote. Le lendemain du vote, il a dit, en fait, je me suis un peu avancé, c'est pas tout à fait exact. Donc, ça, c'est... Tous les énormes bobards auxquels tout le monde a cru, dans le fond, enfin, pas ceux qui ont voté. La journaliste qui l'interrogeait lui a fait avouer que c'était un mensonge. Oui. Et il le reconnaît sans... Disons, moi, ce qui me frappe beaucoup, enfin, une des choses, parmi beaucoup d'autres, que je trouve très frappante dans le lendemain, dans le jour d'après du Brexit, c'est comment les leaders du Brexit, les Brexiteurs, disent sans problème qu'ils ont pu raconter des choses plus ou moins vraies, comme si la vérité ou l'exactitude n'était pas le problème. Et que donc on est peut-être, avec les partis dits populistes, dans un espèce de retour d'une très grande densité idéologique, après tout. L'important n'est pas tellement de décrire le réel tel qu'il est, mais de s'approprier le réel à travers des grilles de lecture fantasmatiques. Et c'est pas gênant qu'elles le soient pour eux-mêmes, ni pour les électeurs. Gaël, vous mettez quoi? Vous disiez tout à l'heure, le populisme, c'est un mot un peu valise. Est-ce que vous mettriez derrière populisme, dans le fond, ça veut dire quoi, populisme? C'est ce que je disais il y a un instant, cette peur du déclin social, la peur de disparaître, la peur du petit blanc, de ne plus, comme on voit Trump aux États-Unis. La hantise du déclassement. Oui, la hantise du déclassement. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot, dans le fond, de populiste, l'un et l'autre? Déjà, il y a beaucoup de populisme. Ensuite, c'est un mot, à mon sens, qu'il faut dialectiser. C'est-à-dire qu'il y a un populisme qu'on va distinguer comme étant identitaire et qui va définir un peuple essentialisé contre une autre partie de la population qui vont être fantasmés, c'est-à-dire aujourd'hui en Europe, ce qui marche vraiment, c'est l'immigré musulman qui est désigné comme l'ennemi et qui est instrumentalisé par des élites qui ont trahi. Ça, c'est ce qui fait... le terreau. C'est l'affiche de Faraji, avec les cordes de réfugiés qui empruntent cette affiche à l'extrême droite italienne, à la Ligue du Nord. Ligue du Nord qui elle-même, par exemple, est passée en 25 ans de Roma ladrona, c'est-à-dire des élites romaines qui pillaient le nord de l'Italie méritant et qui redistribuaient à un sud de l'Italie qui n'était pas méritant, à autre chose, c'est-à-dire que maintenant ils prennent pied au sud, ils font fusion avec les autres extrêmes droites étatistes et nationales d'Italie sur une thématique très simple. L'islam nous menace. Donc l'islam est aujourd'hui un des carburants de la mutation de ces populismes identitaires. Maintenant, le populisme, ça n'est pas qu'une basse démagogie, c'est-à-dire c'est aussi une technique d'articulation et de définition d'une frontière politique. Et là, on tombe sur d'autres thèses qui sont plus intéressantes et qui touchent notamment aux questions à la fois de réforme de la social-démocratie et de réforme de la gauche radicale, qui sont les thèses connues dans le monde anglo-saxon, qui sont les thèses sur le populisme d'Ernesto Laclao, Chantal Mouffe ou Inigo Errejón en Espagne. Et que là sont intéressantes parce qu'elles disent il faut aujourd'hui nous sommes coincés entre ces populistes identitaires xénophobes, rétrogrades et qui veulent revenir sur les Lumières et le néolibéralisme et vous avez au milieu une gauche radicale qui est confite dans l'idéalisation de la classe sociale, etc. Nous proposons une autre voie qui est l'unification d'une vaste gamme de demandes sociales, féministes, démocratiques, égalitaires, sur les services publics, etc. Et nous définissons un peuple, et nous le définissons contre la caste, les élites financières, les gens de Wall Street, etc. C'est tous les mouvements d'occupation des places, en vérité, et qui se traduisent à des degrés divers dans le cadre politique. Alors là, c'est un autre populisme qui est différent, parce que lui, il n'est pas... c'est pas un populisme anti-lumière, au contraire, ça émane des courants démocratiques qu'on connaît depuis 2 siècles en Europe, avec leurs qualités évidemment et leurs défauts. En tout cas, s'agissant de la construction européenne, ce qui est très intéressant, me semble-t-il, c'est de constater que derrière cette appellation de populisme, il y a ce qu'on pourrait appeler schématiquement un populisme de droite, un populisme de gauche,
qui parfois convergent, qui parfois ne convergent pas, mais en tous les cas, il faut être attentif à ça. Vous avez sans doute tous remarqué qu'il y a eu un tweet de je ne sais plus quel leader du Front National, je ne sais plus si c'était Alliot ou un autre, se félicitant, disons, non pas de la victoire de Podemos, mais en tous les cas, du score fort de Podemos. Oui. Bon. Et ça, c'est intéressant. Il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'en Grèce, par exemple, Syriza est allié avec un parti ouvertement xénophobe et d'extrême droite. Un parti de droite extrême et xénophobe, absolument. La Grèce indépendante. Grèce indépendante, qui occupe le ministère de la Défense, c'est d'ailleurs un ministère très régalien. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ces mouvements, là, je m'intéresse à ces mouvements en tant qu'ils sont eurosceptiques ou souverainistes. Bon, parce qu'après, évidemment, il ne faut pas dire que le Front National, par exemple, et Syriza de l'autre côté, c'est la même chose. Évidemment, c'est très différent. Mais sur le plan de la perception de la construction européenne, on a d'un côté des partis comme Podemos ou comme Syriza qui expliquent que c'est au nom de la souveraineté du peuple qu'il faut s'opposer à la construction européenne parce que le peuple serait dépossédé de sa souveraineté, alors que du côté, des partis d'extrême droite ou de droite extrême, on a une opposition en particulier au nom de la souveraineté de l'État, ce qui est tout à fait à distinguer. Et on voit bien comment le Front National, par exemple, depuis que Marine Le Pen a repris le mouvement, met beaucoup moins l'accent sur le libéralisme économique et beaucoup plus l'accent sur le rôle régalien de l'État. Et là, j'ai l'impression que la période dans laquelle on est intéressante parce qu'on a une convergence finalement qui ne pouvait pas exister du temps de la guerre froide, tellement évidemment du côté de la droite, il y avait une incompatibilité entre les mouvements entre guillemets populistes de gauche et populistes de droite, tandis qu'aujourd'hui, maintenant qu'il n'y a plus de guerre froide, il y a une convergence possible et cette convergence se fait d'une part, comme ça a été dit précédemment, sur le dos des musulmans ou des migrants du Moyen-Orient, et d'autre part, sur le dos de la construction européenne, qui sont vraiment, si j'ose dire, les deux têtes de Turcs. Et le problème, c'est que ça marche très très bien, tant que les autres, on va dire les partis raisonnables, classiques, traditionnels, pas sexy, qui ne racontent pas trop d'histoires, ainsi que les médias, ne font pas leur boulot, ou pas assez leur boulot, de contrer ces récits d'un âge d'or mythique, illusoire, auquel on pourrait revenir, et tout serait mieux si on était comme avant. Juste une parenthèse, il n'y a pas que les musulmans. Dans la thématique de Faraji, il y avait les Polonais qui sont inassimilables parce que catholiques, par une population qui est réputée être majoritairement protestante, ce qui n'est plus vrai de toute façon. Mais pour prolonger... Comme nous, en France, on avait eu le mythe du plombier polonais, exactement. Mais pour prolonger ce que vous venez de dire, quand on dit populiste, en règle générale, et qu'on regarde les partis qui s'affirment et qui gagnent des voix, en général, ils sont à la droite de la droite, à l'extrême droite ou à la droite extrême, enfin, dans ce... Or, il me semble que le phénomène aussi nouveau en Europe aujourd'hui, et notamment en France, c'est la réapparition d'une extrême gauche extrêmement radicale, à nouveau tentée par la violence, et qui est, qui n'a pas d'autre projet que de semer le désordre. On le voit avec les Black Blocs, qui sont un phénomène européen, qui sont en action dans les manifs à Paris, et qui sont nourris par des jeunes qui viennent d'autres pays européens, aussi, notamment de Suisse. Ils sont encore très marginaux. Oui, mais enfin, c'est quand même le retour de l'extrême gauche à une vision radicale des choses, c'est-à-dire totalement antidémocratique, alors que l'extrême gauche, progressivement, s'était ralliée à la démocratie, j'allais dire, classique. Et ça, est-ce que c'est pas aussi un des éléments clés de la galaxie populiste qui est en train de se mettre en place sous nos yeux? Alors là, justement, il y a plusieurs aspects qui sont intéressants. C'est le Brexit et le Lexit, par exemple. Owen Jones, qui est un des jeunes penseurs de la gauche radicale britannique, a évolué et passé du Brexit au Brexit parce qu'il a constaté que ça ne serait pas un Lexit, c'est-à-dire une sortie par la gauche, mais qu'au contraire, le Brexit était nourri. Et d'ailleurs, Farage, lui-même s'est adapté, parce qu'en 1999, ce n'était pas ses thématiques, il s'est adapté à une xénophobie ambiante. Ensuite, au sein de la gauche radicale, ou au sein de l'extrême gauche plus la gauche radicale, il y a deux pôles. Il y a un pôle, effectivement, qui redécouvre la violence, qui discute de la violence. Frédéric Lordon n'est pas le dernier. Bien sûr. Et vous avez un pôle, justement, qui est le pôle dit populiste, qui concentre toute la haine des autres, et qui, lui, est considéré comme modéré parce que, au contraire, c'est la traduction d'aspiration populaire dans le champ démocratique, de manière pacifique, rejetant la violence, voulant s'incarner dans les institutions, mais représentant un peuple à la fois plébéien et aspirant à devenir... à s'identifier à l'ensemble du peuple. Ça, c'est la ligne Podemos qui est dénoncée par cette extrême gauche précédente avec une vigueur. Et qu'on a vu en action dans les rues de Paris, entre parenthèses. Oui, mais là, on est à d'une certaine manière
c'est assez intéressant de voir que le populisme, en l'occurrence, à la gauche radicale, un certain nombre de vaccins pacifistes et démocratiques qui sont plutôt bienvenus et dénoncés avec vigueur, parce que la campagne contre ces thèses-là est particulièrement violente. Et donc là, on a quelque chose de très intéressant. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a une réflexion nouvelle sur la violence qui se développe, et dans les dernières semaines encore plus, et que il y a une réadhésion à la violence de la part de France. C'est des autonomes en France, donc, sur le Front National, donc, une fois qu'on aura clarifié l'après-Brexit, c'est-à-dire si les conséquences de l'après-Brexit, si c'est une catastrophe... Ça va prendre du temps, ça. Ça va prendre du temps, bien évidemment. Mais justement, et c'est justement ma question, pendant ce temps-là, Marine Le Pen va avoir le temps de dérouler son tapis du Frexit, et elle va surfer, dans le fond, sur la légitimité de ses idées en disant, vous voyez, c'est possible de sortir de l'Europe. Donc avant qu'il y ait un effet catastrophique de la sortie de la Grande-Bretagne, elle prouve que sa démarche est en quelque sorte justifiée. C'est pour ça que là, du coup, il me semble, Roselyne, que ce que vous dites, ça va énormément dépendre de l'attitude. Oui, mais ça va prendre du temps. Oui, mais ça va énormément dépendre de l'attitude, des autres. Appelons ça des partis de gouvernement, pour dire les choses très rapidement. Parce que moi, j'ai le sentiment que une des choses qui caractérise la vie politique dans beaucoup de pays d'Europe depuis 15 ans, c'est que quand bien même l'extrême droite ou la droite extrême est vraiment minoritaire politiquement, d'une manière un peu gramscienne, on va dire par une espèce de ruse de l'histoire, elle devient progressivement, en tous les cas sur un certain nombre de paradigmes, majoritaire, on va dire, dans le discours public, dans l'espace public, et parfois dans certaines politiques publiques. C'est-à-dire, on voit bien en Hollande, on voit bien au Danemark, on voit bien en Suède, on voit bien là au Royaume-Uni, on voit surtout en Hongrie, où on a quand même un gouvernement. Moi, je pense que le type dont qu'il faut vraiment avoir l'œil, c'est Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, parce que c'est un type très intelligent, il a une doctrine, il n'appartient pas à un parti populiste, comme on dit, il appartient à un parti qui fait le Fidesz, qui fait partie du Parti populaire européen, donc le grand fourre-tout de la famille politique des démocrates chrétiens et des conservateurs. Il a viré sa couture. Alors, il est auréolé de la lutte contre le communisme. Et par contre, il a triangulé, comme on dit, il a piqué un certain nombre d'idées au Jobbik, qui lui est un authentique parti néo-nazi ou fascisant, comme Obdoré en Grèce. Et donc, du coup, tout en ayant l'air très propre sur lui, il met en fait en œuvre un certain nombre de politiques publiques, y compris dans le domaine de l'état de droit, ou de la censure, ou de la constitutionnalité des lois, qui, en fait, s'écartent considérablement, on va dire, du paradigme de la démocratie représentative et libérale, à tel point qu'il a inventé un nouveau mot qui s'appelle la démocratie illibérale. Et il a eu un débat doctrinaire que je trouve formidablement intéressant avec Angela Merkel en public sur ce thème-là à l'été 1914. Pardon, à l'été 2014. À l'été 2014, veille, voilà, on est à la veille d'une déflagration. On aura pu les Anglais sur la Somme. Voilà, c'est ça. Merci à tous. Merci Jean-Marie. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous deux pour vos éclairages brillants. Et puis merci à Pauline Hellman d'avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique. Merci. Billet retour. Tarek, Jalal et Sobhi. Ils sont nés dans les années 80 dans les camps de Sabra et Shatila à l'ouest de Beyrouth. Ces trois copains auraient pu choisir le chemin de la violence et des armes. Malgré la précarité et l'insécurité, ils ont préféré créer, il y a 5 ans, une école au cœur des camps. Fondée sur une amitié indéfectible, cette école a peu à peu changé le quotidien des enfants réfugiés. Aujourd'hui, l'espoir d'un avenir au-delà des camps est enfin permis. Billet retour, à voir sur France 24 et sur France24.com.